J'ai été confronté à cette maladie dans un premier temps, dans la mesure où ma mère s'est retrouvée avec un problème d'atteinte dégénérative type Alzheimer vers les années 93, où elle a été hospitalisée à l'hôpital Broca et où je l'ai suivie jusqu'à malheureusement, enfin jusqu'à sa disparition en 2007. Nous avons noté avec mon épouse des premières pertes de mémoire vers les années 2004, et comme nous fréquentions Broca, elle est allée consulter, je l'ai donc accompagnée pour faire un petit bilan. C'était pas tout à fait évident au début, et il s'est avéré qu'au fur et à mesure, ces pertes de mémoire se sont amplifiées, et nous sommes rendus à l'évidence qu'elle avait une atteinte neurologique dégénérative de type Alzheimer. Ça a été confirmé un peu plus tard par des examens type IRM et autres. Alors au début, elle a pris ça un petit peu en souriant, en disant j'ai une maladie d'Alzheimer. Parce que je pense que ça n'atteignait pas trop, ou pratiquement pas d'ailleurs, son quotidien au début vers les années 2004. Puis au fur et à mesure, ça s'est un petit peu confirmé. Elle a eu des épisodes dépressifs probablement majorés par son atteinte neurologique et puis par les incapacités qu'elle a commencé à percevoir. Probablement aussi le fait de la présence de cette maladie de par ma mère, ça a dû probablement lui faire peur. Enfin, ça lui a fait peur. D'ailleurs, la personne qui l'avait diagnostiquée à Broca, je pense, pour éviter qu'elle ne soit suivie à Broca, l'a adressée à la Salpêtrière, où elle a donc été suivie après, et où le diagnostic a été confirmé. Durant les premières années, ça n'a pas vraiment posé beaucoup de problèmes. L'évolution a été relativement lente, peut-être ralentie par le traitement. C'est difficile à dire aujourd'hui. Personne n'est vraiment en mesure de l'affirmer. On le suppose. Je dirais que depuis 2 ans, c'est-à-dire 2010, son atteinte s'est très nettement majorée, avec des pertes de mémoire, avec des pertes au quotidien, avec des inaptitudes. Je me souviens quelque chose qui nous a frappé, notre fille et moi-même, un jour où nous étions en visite chez notre fille et où elle a souhaité faire quelque chose à la cuisine, où notre fille lui a dit tiens, on va faire une salade composée. Et elle a pris des tomates en disant qu'est-ce que je fais? Et la fille a dit tu les laves. Et puis ensuite, enfin, elle était sur le plan des gestes quotidiens. Il s'est avéré qu'elle était incapable d'enchaîner des choses simples qu'elle pouvait faire auparavant de façon assez facile. La difficulté, c'est toujours de voir ce que l'on peut attribuer à la maladie et au comportement, par exemple, dépressif. Je pense notamment que la dépression devant ses incapacités, devant ses impossibilités, c'est une femme qui peignait, qui dessinait remarquablement bien, qui avait des activités, qui écrivait. Elle a une maîtrise de langue française, qui écrivait là aussi très bien, qui écrit des choses assez notables. Qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie? Alors, elle était gémologue, et elle a une expertise en gémologie. Et puis là, elle écrivait des textes, elle faisait des traductions. Les choses sont devenues au fur et à mesure totalement impossibles. On a essayé évidemment de préserver le maximum de ce qu'elle pouvait faire dans le domaine de ses possibilités. C'était surtout dans le domaine donc, du dessin. Elle aimait lire, elle aime toujours lire, mais au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas très bien ce qu'elle lit. Alors, j'ai remarqué qu'elle reprend souvent des livres
qu'elle avait beaucoup aimé, qu'elle relit. Alors probablement elle retrouve des traces. Il y a encore un an, c'est-à-dire en 2011, elle regardait la télévision, elle suivait des émissions de télévision, et je pense qu'elle les comprenait, et puis au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'elle était incapable de les suivre. Elle adorait l'opéra, la musique, c'est encore une des choses qu'elle regarde, mais elle a beaucoup de mal à fixer son attention longtemps. Depuis 6 mois, les choses se sont très, très notablement détériorées, à tel point que il lui arrive là récemment, c'est-à-dire depuis 1 ou 2 mois, de demander, de me dire « je souhaiterais revenir à la maison ». Je lui dis « mais tu es à la maison ». Ou de me demander où sont les toilettes. Depuis 1 mois, elle a beaucoup de mal, par exemple, simplement à s'habiller, je veux dire, à choisir des affaires, à les mettre correctement. Bon, ce sont des gestes au quotidien qui posent le problème de l'aider, mais de ne pas trop l'aider, c'est-à-dire d'essayer de corriger les erreurs qu'elle pouvait faire. Elle avait énormément de goût, elle s'habillait remarquablement bien, et aujourd'hui, c'est des choses qu'elle ne sait plus faire. Alors, le problème qu'on se pose toujours, c'est qu'est-ce qu'on peut faire et pour la maintenir et pour l'aider. Il faut faire très attention à soi-même. Quand je dis soi-même, en tant qu'aidant, comprendre et accepter, ce que l'on ne fait pas toujours, qu'elle a une perte de mémoire, qu'elle a une perte de capacité, et ne pas la reprendre dessus, ne pas essayer de ne pas s'énerver quand elle demande une chose pour la xème fois. C'est très théorique, mais au quotidien, c'est pas toujours facile. Je pense qu'elle a très peur, probablement très peur aussi de l'hospitalisation. Bon, le souvenir de ma mère doit la marquer. Je sais qu'elle en a parlé un jour où elle était terrorisée en disant « mais je ne veux pas aller à l'hôpital ». Mon projet personnel est d'essayer, dans la mesure du possible, de la maintenir le plus longtemps possible dans son cadre habituel. En l'aménageant, c'est-à-dire peut-être plus en l'aménageant qu'en aménageant son entourage. J'ai la chance d'être globalement entouré de personnes qui ont de l'empathie, qui n'ont pas trop peur de la maladie. Parce que le problème de la peur de la maladie est une chose que j'ai rencontrée, que nous rencontrons tous d'ailleurs, mais que j'ai rencontrée chez quelques personnes de notre entourage tout ce qui touche le cerveau, tout ce qui touche la mémoire, je pense que ça nous touche à l'intérieur de nous-mêmes et que ça fait peur. Et quand on a peur, on fuit un peu, ou on évite. Dans ce cas-là, on évite. Mais il y a ce qui m'a aussi étonné, c'est une assez grande compréhension de beaucoup de personnes qui ont la patience, qui la soutiennent, qui, pour certaines, spontanément, ont proposé de l'accompagner, faire une promenade ou quelque chose de temps en temps. Elle adore l'art, elle adorait les musées, donc c'est des choses que des amis ont fait avec elle, que j'essaye de faire le samedi ou le dimanche. Bon, je m'aperçois que c'est de plus en plus difficile pour elle, parce qu'elle a du mal à fixer son attention, mais pendant 1 heure, elle est heureuse, probablement elle revoit des choses qui l'ont intéressée, on peut en parler, et ça lui apporte beaucoup de bonheur. Alors il faut aménager là aussi, savoir qu'on ne va pas rester 2 heures, et qu'il faut peut-être choisir des endroits ou des moments où il n'y a pas trop de monde, pas trop de bruit, pas trop de bouleversement, parce que ça l'angoisse, et je pense que là, elle panique un peu. Par exemple, ça nous est arrivé dans le temps, et quand je dis dans le temps, c'est encore il y a quelques mois, de visiter des villes, de voir des musées dans des villes, des choses qui deviennent un peu plus difficiles parce qu'elle perd ses repères. Dans une petite chambre d'hôtel, elle est capable
de sortir de la chambre pendant que je suis dans la salle de bain ou des choses comme ça, parce qu'elle ne me voit plus et elle panique. Et si je n'ai pas un œil sur elle, elle peut partir dans un autre sens, attirée par autre chose. Donc il faut faire assez attention. Mais moyennant cela, c'est encore faisable. Je dirais que la difficulté, c'est d'accepter et de se souvenir de quelque chose. Alors là, je vais employer un mot que je n'aime pas employer, mais qui me semble très important. C'est-à-dire la tendresse, l'affection et l'amour. C'est un être humain qui avait beaucoup de générosité, beaucoup enfin, comme tout le monde, ces moments de colère, mais je pense que quand on se souvient qu'il y a eu une histoire avec quelqu'un, on peut essayer de continuer cette histoire. On la continue autrement, parce que les moyens sont autres, parce que c'est pas facile pour elle, parce que c'est pas facile pour moi. Mais je pense que dans la vie d'être humain, quel qu'il soit, ce qui est important, c'est les échanges. Quelle que soit la nature des échanges. On n'échange pas de la même façon avec un bébé, avec un petit enfant, avec un adulte et avec une personne malade qui a des difficultés. Donc il faut trouver les moyens de ces échanges. Ça demande des réflexions, ça demande une présence. Mais je pense que ça amène aussi beaucoup de choses, d'enrichissement pour soi-même. Le fait de pouvoir donner et échanger. Alors, je dis ça, là, comme ça, devant vous, mais bien entendu, j'ai mes moments de grande difficulté, de questionnement, parce que chaque jour est un questionnement. Somme toute, est-ce que chaque jour de la vie d'un homme n'est pas aussi un questionnement? Peut-être que les moments de répit sont moins importants, mais les questionnements apportent toujours quelque chose. Ce que la maladie m'a aussi apporté, c'est de savoir que ce qui est important, évidemment, c'est demain pour prévoir, mais c'est surtout aujourd'hui pour le vivre et le vivre avec l'autre dans le meilleur du possible. Notamment de préserver le maximum les liens sociaux avec les amis qui peuvent comprendre, qui peuvent partager. Et là, c'est souvent des moments de bonheur pour elle, et pour moi aussi de répit. De répit de voir des amis, de répit de la voir au milieu d'eux, en sachant qu'il faut accepter que ses amis acceptent ses difficultés, ce qui, comme je le disais tout à l'heure, est beaucoup plus fréquent qu'on peut le penser. C'est vrai que depuis quelques mois, c'est pas un déni de la maladie d'Alzheimer, je pense qu'elle ne sait plus qu'elle est malade. Ce qui est à la fois bon pour elle, parce que ça a un peu diminué son angoisse. L'angoisse, elle l'a quand elle cherche des choses, ou quand elle essaye d'exprimer des notions, des sentiments, ou des demandes qui sont, semble-t-il, très claires pour elle, mais pour lesquelles elle n'a pas de mots. Alors là, il faut avoir la patience de l'écouter, il faut avoir... Puis de temps en temps, bah oui, il faut faire de l'humour. Je joue à celui qui, moi j'ai oublié. Alors elle me dit, mais il a l'Alzheimer, il comprend rien, il comprend vraiment rien. Alors, bah, je souris, bien entendu, ça la fait sourire aussi. Ce qui est le plus important, c'est qu'elle conserve ce qui peut être sa place. Par exemple, hier soir, on avait un dîner avec des amis qui s'est plutôt bien passé. Elle était montée se coucher dans l'après-midi parce qu'elle fatigue de plus en plus vite. Je suis monté, je lui ai dit que des amis qu'elle avait elle-même invités lors d'un mariage au cours duquel nous étions allés. Bon, elle avait oublié qu'elle les avait invités, mais elle les aimait bien. Je lui ai dit, ils sont là. Ah bon? Et alors, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, peut-être si tu... Je pense que ce serait bien si tu peux descendre, on pourrait dîner tous ensemble. Elle est descendue, ça s'est bien passé. Alors, évidemment, elle ne peut pas faire grand-chose, mais elle dessert. Elle amène des choses. C'est pas toujours là aussi sur le plan, je dirais, opérationnel bien. Je fais attention parce que quand elle dessert,
les coupes-verres peuvent aller avec le reste à la poubelle. Donc je fais un petit peu attention. J'ai remarqué que le nombre des cuillères ou des couteaux avait notamment disparu d'une façon significative, mais c'est pas toujours très important. Alors, des gestes simples, de prendre la main. Hier, nous étions, je l'ai amené faire des soins dentaires. J'ai vu qu'à un moment, elle avait un peu peur. Je me suis rapproché du fauteuil alors que je m'en tenais loin pour la laisser autonome. J'ai pris sa main, j'ai caressé sa main. Je pense que ça l'a apaisé. Ce qu'il faut essayer de trouver, et c'est pour chacun un peu différent, c'est comment on peut apaiser et rassurer l'autre. Je parlais tout à l'heure des questionnements personnels que l'on a. Je pense que dans la vie, c'est important d'accepter les réalités. Ça ne veut pas dire qu'on en est content, bien entendu. Ça ne veut pas dire non plus qu'on est fataliste. Mais face à une réalité, à partir du moment où on l'accepte, on peut essayer d'aller plus loin. Ou en tout cas de prendre les mesures les plus adéquates pour soi, c'est-à-dire pour l'autre, celui que l'on aide, et pour soi aussi. Je pense qu'on ne fait bien, ou à peu près bien, que ce que l'on fait en pensant que c'est comme ça qu'on doit le faire. L'idée simple du devoir me paraît quelque chose qui a des aspects trop négatifs, parce que quand on fait par contre-cœur ou parce qu'on pense qu'il faut le faire absolument et qu'on n'a pas vraiment envie de le faire au fond de soi-même, d'abord je pense qu'on ne le fait pas très bien, et puis en plus on s'épuise. Cette maladie, il y a par exemple quelque chose qu'on appelle la déambulation, où elle a du mal à rester en place. Par exemple, les heures de repas, je veille toujours à ce qu'elle puisse manger. J'essaie de choisir des choses dont je sais que ça lui fera plaisir ou qu'elle le mangera facilement. Ce qui n'est pas toujours le cas. Je veux dire, elle commence toujours par me dire « Ah ben non, je veux pas de ça ». Je lui dis bah, « c'est pas bon, bah, écoute, tu verras, moi je crois que tu aimes, tu manges si tu as envie ». Je laisse l'assiette, la plupart du temps, elle le mange. Elle me dit bah, « c'est bon, je te remercie ». Quand on est deux, la plupart du temps aussi, elle s'en va quand le repas, et puis elle revient. Alors au début, j'allais dire bêtement, c'est pas bêtement, je pense que je n'avais pas compris qu'il fallait la laisser vivre à son rythme et faire à son rythme. Ben, je lui disais, mais écoute, je t'ai préparé ton repas, enfin viens, à chaque fois que je t'amène ton repas, tu pars. Ça, c'était moi qui devais être ennuyé. Et qu'est-ce que ça peut faire qu'elle parte et qu'elle revienne après ? Depuis que je me suis posé la question et que j'ai compris que ça servait d'une part à rien et puis que c'était aussi bien pour elle, ça facilite les choses. D'abord, moi, je ne m'en fais pas, j'attends pas une heure pour qu'elle vienne pour manger. Je prends mon propre plat, j'essaie de rester un petit moment avec elle. Je travaille, donc j'ai des heures de travail avec lesquelles je suis obligé quand même de faire. J'ai la chance de travailler sur place, c'est-à-dire de pouvoir avoir un œil sur elle. La malchance, parce que de temps en temps, elle intervient au milieu de mon travail, mais enfin bon, j'arrive à l'aménager, j'arrive même parfois à l'expliquer à certains de mes patients qu'ils comprennent, bon, voilà. Alors il faut savoir quand même, et là aussi ça fait partie de la maladie, que ces personnes font des colères. Elles font des colères d'une part parce qu'elles n'arrivent pas à s'exprimer, ou parce qu'on ne les comprend pas, ou parce que tout simplement il y a des moments où elles ne sont pas bien et que ça fait partie de la maladie. Donc il faut accepter les colères, tout en disant « Attends, il ne se passe rien, je t'ai rien fait de méchant ». Il ne faut pas accepter la violence. Je pense qu'il faut le dire. Mon épouse n'est pas violente, mais je sais qu'il y a des patients qui sont violents. Il faut expliquer qu'on ne peut pas accepter la violence, qu'on comprend le désarroi de l'autre, qu'on peut être en colère, exprimer la colère, mais pas les gestes. Sinon, ça risque enfin, de mon point de vue, ça risque d'enclencher des choses qui ensuite sont dommageables des deux côtés. J'ai remarqué quand elle était, par exemple, en colère, ce qui lui arrive de temps en temps, je ne fais plus front à la colère, je laisse. Et en fonction, 5 minutes après, 10 minutes après, une demi-heure après, je disais, je prends la main, c'est les gestes de tendresse, hein, ça c'est important. Si c'est trop tôt, je vois, ma main est rejetée. Et puis au bout d'un moment, soit c'est elle qui va la prendre, soit elle va accepter le geste et ça va l'apaiser.
peut-être par nature comme par déformation professionnelle, je fais ce métier parce que j'y trouve... bon, j'ai passé l'âge de la retraite, je veux dire, je pourrais être à la retraite. J'ai conscience de continuer pour une foule de raisons, enfin pas une foule, mais des raisons bien évidentes. Un, j'aime mon métier, je l'ai toujours aimé, c'est un métier de partage. Deux, quand je suis concentré avec mes patients, peut-être que je pense moins à ces difficultés quotidiennes. Et dans mon travail, j'ai donc du plaisir, quelle qu'en soit parfois la charge et les difficultés. Et puis aussi peut-être parce que ça me permet de prendre en charge financièrement aussi une partie des charges que suppose un patient de type dégénératif neurologique. Je ne suis pas sûr que ma vie ait été extrêmement harmonieuse. Je pense qu'elle l'est devenue. Je veux dire, je l'ai fabriquée. Et je dirais que la maladie de mon épouse, paradoxalement, m'a grandi. M'a grandi parce que je me suis amené à me poser encore un peu plus de questions et à trouver, je pense, quelques réponses. Et parce que aussi, je me suis aperçu, ce que je disais tout à l'heure, que ce qui est important, c'est aujourd'hui, c'est pas hier ou demain. Alors bien entendu, hier, ça fait partie de notre histoire, on est obligé de le prendre en compte, et demain, ça fait partie, surtout dans cette maladie, de choses qu'il faut prévoir. Mais si on est dans l'hier ou dans le demain, je pense que ce qui se passe aujourd'hui n'existe pas. Or, ce qui se passe aujourd'hui, ça peut être des petits bonheurs. Et ces petits bonheurs, c'est ceux qui font le quotidien, là aussi, de chacun d'entre nous, et bien entendu, y compris avec des gens qui ne sont pas malades. J'ai appris qu'on cherchait souvent ailleurs ce que l'on a là, chez soi, tout de suite.